Et dans la grande table des idées aujourd'hui, préparée par Marceau Vassy, nous sommes en compagnie de la sociologue et politologue Jeannine Mossu-Lavaux pour son ouvrage Désir de nuit de Virgile à Jean Genet aux éditions Bouquin. Une anthologie qui traverse 2000 ans d'histoire et de littérature, de l'heure où le soleil se couche à celle où il se lève, des récits aussi poétiques que politiques, criant leur liberté, leur ivresse, révélant leur passion et leur combat clandestin. Mais le bleu de la nuit, celui de John Didion qui vient de nous quitter et de tant d'auteurs, est aussi celui des douleurs, des deuils, des peurs qui profitent du soir pour s'inviter à la fête. Alors, à moins que la nuit ne soit le temps du crime lui-même, que l'obscurité dissimule et protège, autour de ces motifs littéraires et politiques, se tisse le monde parallèle de la nuit et des questions qu'elle pose dans l'espace public par exemple. Nous allons en parler aujourd'hui en compagnie de Jeannine Mossu-Lavaux. Bonjour. Bonjour. Alors, la nuit, effectivement, est-elle aussi un motif un peu entre chien et loup, c'est-à-dire un motif à la fois poétique et politique ? C'est un motif, je dirais, qui touche un petit peu tous les aspects de notre vie. Bien sûr, poétique, politique, mais aussi, disons, la vie quotidienne de tout le monde. Parce que la nuit, elle tombe tous les soirs pour tout le monde, pas aux mêmes heures selon l'endroit où on se trouve, et pas non plus avec les mêmes rythmes selon les occupations qu'on aime, si on est un peu noctambule ou si on est sur le mode on se couche avec les poules, quoi. Donc c'est disons, très, très multiface. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai distingué au fond 8 nuits. Alors ça va aussi bien de la, je dirais, je ne veux pas vous énumérer les 8, hein, mais de la nuit amoureuse à la nuit des mauvais garçons, à la nuit fantastique, puisque pour chacune de ces facettes, eh bien, il y a des textes magnifiques d'écrivains, de poètes, d'auteurs de théâtre, qui soit, disons, encensent la nuit, soit, disons, décrivent et ont écrit de très belles scènes qui se passent pendant la nuit. Donc, il y a pléthore, je dirais, de regards, d'écritures, de points de vue sur la nuit. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Jeannine Mossu-Lavaux, qu'est-ce que la sociologue et politologue, justement, va chercher dans ce regard, qui est un regard littéraire sur la nuit? C'est à la fois l'aspect crépusculaire que l'on peut trouver dans la nuit, l'aspect effroyable, effrayant. Elle n'est pas la même selon si on a un toit sur la tête ou pas, si l'on a froid ou pas, si l'on est un homme ou une femme, selon les quartiers. Mais il y a aussi cette sensibilité, ce temps suspendu de la nuit. Alors comment est-ce que vous, avec votre regard de sciences sociales et humaines, vous regardez la nuit? Alors, disons que, bon, vous l'avez dit, je suis effectivement sociologue, politologue, c'est disons, mon appellation officielle, mais en même temps, je suis un petit peu romancière, puisque Ça, c'est la nuit, peut-être. J'ai publié des romans. Et puis, j'ai une passion pour la littérature, pour la poésie, pour le théâtre, qui font que, étant donné que la nuit est un sujet vraiment, je dirais presque central quand même dans toutes ces écritures et tous ces textes, et dans notre histoire des romans, des pièces, des poèmes, nécessairement, moi j'étais dedans. Et en plus, comme j'ai une passion personnelle pour la nuit, disons que la rencontre de la littérature et de mon amour de la nuit faisait que je ne pouvais que sauter à pieds joints sur ce sujet. Qui est comme une sorte de part d'ombre aussi, hein, comme elle dédouble cette journée, de même que l'écriture, la création dédouble la vie. Oui, et surtout, elle permet, je dirais, de voir et de faire des choses qui ne sont pas forcément aussi évidentes dans la journée. En tout cas, je dirais, sous le soleil, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer
autrement que de nuit, et en tout cas qu'on voit mal se dérouler En pleine en lumière. plein soleil, disons, comme on peut le dire familièrement, sous le cagnard, sur une plage, hein. Je pense par exemple à la danse. Bon, moi, je suis assez fanatique de danse. La danse, entre pieds nus dans le sable, entre midi et 2 heures, au mois d'août, et sur un parquet avec des talons aiguilles, et une robe qui virevolte un peu, à minuit. Bah, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est quand même la deuxième éventualité que je choisis. Alors à travers cette histoire de la nuit, c'est aussi des questions totalement universelles et qui ont traversé l'humanité que vous retracez. Ça commence dans l'Antiquité. Alors vous commencez par des lectures de... Alors on parlait de Virgile en introduction. Il y a aussi Ovide. Je vous propose qu'on écoute un extrait des Métamorphoses. C'est l'histoire ici de Pyrame et de Thisbé. Après de longues plaintes murmurées à voix basse, ils décident qu'à la faveur du silence de la nuit, ils essaieront de tromper leurs gardes et de fuir leur demeure, résolus dès qu'ils en auront franchi le seuil à sortir aussi de la ville. Et pour ne pas errer à l'aventure dans les vastes campagnes, ils conviennent de se réunir au tombeau de Ninus et de se cacher sous le feuillage de l'arbre qui le couvre. Là, en effet, chargé de fruits plus blancs que la neige, un mûrier, à la cime altière, s'élevait sur les bords d'une fraîche fontaine. Ce projet leur sourit. Le jour, qui semble s'éloigner lentement, se plonge enfin au sein des flots, et de ces flots la nuit sort à son tour. D'une main à droite, au milieu des ténèbres, Thisbé fait tourner la porte sur ses gonds. Elle sort, elle échappe à ses gardes, et couverte d'un voile, arrive au tombeau de Ninus et s'assied sous l'arbre désigné. L'amour lui donnait de l'audace. Voilà qu'une lionne, la gueule encore teinte du sang des bœufs qu'elle a dévorés, vient se désaltérer dans les eaux de la source voisine. Au rayon de la lune, la Vierge de Babylone, Thisbé, l'aperçoit au loin. D'un pas tremblant, elle fuit dans un antre obscur, et dans sa fuite, elle laisse tomber son voile sur ses pas. La farouche lionne, après avoir éteint sa soif dans ses ondes abondantes, regagne la forêt. Elle trouve par hasard ce voile abandonné et le déchire de ses dents sanglantes. Sorti plus tard, Pyrame voit la trace du monstre profondément empreinte sur la poussière, et la pâleur couvre son visage. Mais bientôt, à la vue du voile ensanglanté de Thisbé, « La même nuit, s'écrie-t-il, verra mourir 2 amants. Elle, du moins, était digne d'une plus longue vie. Le coupable, c'est moi. C'est moi qui t'ai perdu, infortuné, moi qui t'ai pressé de venir pendant la nuit, dans ces lieux où tout inspire l'effroi, et je n'y suis point venu le premier. Mettez mon corps en lambeaux et punissez mon forfait en déchirant mes entrailles par vos cruelles morsures, ô vous, lions, hôtes de ces rochers. Mais les lâches seuls désirent la mort. » À ces mots, il prend le voile de Thisbé et l'emporte avec lui sous l'arbre où Thisbé dut l'attendre. Il arrose de ses larmes ce tissu précieux. Il le couvre de ses baisers. « Reçois mon sang, dit-il. Il va couler aussi. » Alors il plonge dans son sein le fer dont il est armé, et mourant, le retire aussitôt de sa blessure fumante. Il tombe, renversé sur la terre, et son sang jaillit avec force. Ainsi le tube de plomb, quand il est fendu, lance, en jets élevés, l'eau qui s'échappe en sifflant par l'étroite ouverture, frappe les airs, et s'y ferait un passage. Arrosé par cette pluie de sang, les fruits de l'arbre deviennent noirs, et sa racine ensanglantée donne la couleur de la pourpre à la mûre qui pend à ses rameaux. Jeannine Mossu-Lavaux, ici on assiste au suicide de Pyrame. La nuit, c'est aussi un espace de violence, un espace où on touche au bord d'une certaine manière, un rapport aussi aux passions illimitées. Oui, c'est-à-dire que la nuit, je pense que son attribut presque principal, c'est qu'elle cache.
elle permet de dissimuler, de se cacher. Alors effectivement, ça permet à des malfrats de commettre, disons, quelques actions regrettables, en tout cas de notre point de vue à nous, avec leur couteau ou leur kalachnikov. Mais ça permet aussi je dirais aux amants, donc que la morale, disons, peut réprouver, de se cacher, d'échapper au regard et de pouvoir se rencontrer, en tout cas, pouvoir, disons, transgresser les ordonnances, disons, répressives de leur entourage. Donc c'est un espace de liberté aussi. Voilà, donc c'est espace de liberté, c'est espace vraiment qui permet disons, de rejoindre éventuellement son amoureuse. Mais je pense par exemple, il y a un des poètes dont je donne le poème dans le livre, qui décrit très bien ça, qui s'appelle Philippe Desportes, c'est un poète du XVIe siècle, et il a écrit un poème qui est dans le livre, qui s'appelle « Contre une nuit trop claire », parce que il veut rejoindre sa maîtresse et il ne voudrait pas la compromettre. Donc, il faut vraiment que la nuit soit bien noire. Et là, ce jour-là, la nuit, elle est un peu trop claire. Donc, il s'adresse à cette nuit en disant « Mais l'argent fait que l'argent de ton front luise un peu moins, quoi, soit un peu moins luisant, exactement. Il dit soit un peu moins luisant. » Et c'est pour, justement, préserver cette relation dont on sent bien qu'elle est, en tout cas, ou illicite ou transgressive, puisqu'il parle après des larcins de l'amour qui ont besoin, justement, d'obscurité. Donc, on voit bien les différentes facettes disons, de ce que permet la nuit. Alors, effectivement, il y a aussi cette porosité avec le rêve, ouais, avec un monde onirique qui fait que, d'ailleurs, Ovide s'y prête très bien. On ne sait plus trop ce qui tient du réel, de l'onirique qui viendrait se mélanger avec ces représentations qu'on peut avoir sur cette sorte de table, de toile noire qu'est la nuit, sur laquelle on peut projeter ce que l'on veut finalement. Oui, et puis surtout, ça permet une plus grande liberté. Alors, on le voit dans l'extrait qui a été lu, où effectivement, il y a une fuite. La nuit, c'est ça, dans la partie que j'ai appelée la nuit libérée, c'est le moment qui permet effectivement d'échapper à sa prison ou éventuellement à une famille qui vous étouffe. C'est l'instant des évasions. Voilà, un internat. Enfin, il y a toutes sortes de récits, disons, de fuite, d'évasion qui peuvent se passer que la nuit, puisque là, au moins, il y a moins de surveillance et disons, en tout cas, on ne peut pas vous surprendre tout de suite si on se débrouille bien. Donc ça, c'est tout à fait important. Mais ça libère aussi, je dirais, les gestes et certaines paroles aussi, mais en tout cas, les gestes, par exemple, dans la nuit amoureuse, où disons, un certain nombre d'amoureux, en tout cas, ne se comportent pas aussi librement, ne donnent pas aussi libre cours à leur manière d'être, disons, dans l'obscurité, par rapport à ce qui serait plus restreint sous, disons, le regard de la fée électrique ou en plein soleil. Hein. Donc, il y a une libération qui se fait parce qu'on est un peu caché, même si ce n'est pas la nuit noire, si on est dans la pénombre. Mais en tout cas, il y a une libération de gestes qui est incontestable quand on n'est pas sous le regard. En tout cas, on sait qu'on est protégé du regard des autres. Alors, qui est à double tranchant, puisqu'il pose aussi des questions de sécurité parfois. On parle quand on raconte l'histoire de l'électricité, par exemple, illuminer les villes la nuit, ça a été aussi sécuriser un certain nombre de rues, l'espace aussi pour que les femmes puissent circuler dans l'espace public. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage qui s'appelle « Les colleuses » qui viennent dénoncer et réveiller les consciences. C'était sur Arte le 29 septembre 2020. Lola, Garance et Chloé sont lycéennes le jour et colleuses la nuit. Je fais le M. En ce vendredi soir, elles finalisent une action préparée pour les 1 an du mouvement.
Depuis leur chambre d'ado, elles peignent une par une les lettres de leurs messages. À Montreuil, dans l'est de Paris, c'est un groupe de 200 colleurs et colleuses, dont une vingtaine d'activistes, qui collent chaque semaine. À la base, on parlait des féminicides, mais après, ça a été... on a parlé du viol, on a parlé... là, on va bientôt parler des mères isolées, on a parlé des agressions sexuelles, du sexisme. En fait, on essaie de parler un peu de tout. Il n'y a que pendant les collages que je me sens aussi forte dans la rue le soir. Même si on vient nous parler, qu'on nous insulte, etc., la sororité fait qu'on se sent toujours plus forte. Qu'est-ce que ça vous inspire, Oui. Janine Monsieur Lavaux, justement, le fait que ce soit la nuit que l'on vienne dénoncer ces thèmes qui, en eux-mêmes, ont tendance à passer un peu... Oui, mais ça correspond, c'est pas seulement les thèmes, mais à une tradition, c'est-à-dire que les colleurs d'affiches politiques de tout temps, depuis qu'on colle les affiches, les collent plutôt la nuit, et c'est aussi le moyen de les coller sur les affiches des adversaires, hein. Et là, la nuit protège justement les colleuses parce que il y a moins de monde. On peut pas les reconnaître comme ça directement. C'est quand même plus facile que d'être interrompu par plein de badauds qui passeraient en disant mais comme ça se dit maintenant disons à mon grand dame, que les choses qu'on inscrit ou le street art, c'est de la pollution visuelle, hein. Là, on peut le faire, un temps un peu planqué, vite fait, bien fait, et passer à une inscription ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, la nuit est protectrice, je dirais, de toutes les manifestations d'opposition, de dénonciation d'injustice et de tout ce qui est, disons, réprouvé par, au fond, les gens bien droits dans leurs bottes qui ne circulent que le jour, quoi. Alors, Janine Monsieur Lavaux, il y a justement ce thermomètre qu'est la nuit, des interdits, moraux, sociaux, politiques. Vous évoquez aussi la prostitution. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur la sexualité, fait des enquêtes en tant que sociologue sur cette question. Que dire de la nuit, de la prostitution, de la lumière ? Alors, pour ce qui concerne la prostitution, c'est vrai que aujourd'hui, elle peut se pratiquer à toute heure, non seulement de la nuit, mais du jour, parce qu'elle se pratique maintenant essentiellement sur Internet. Donc, n'importe qui, à 10 heures du matin, peut, disons, entrer en contact avec une prostituée ou escorte. Enfin bon, il y a toutes sortes d'appellations possibles. Et avoir la relation voulue 2 heures plus tard ou 1 heure plus tard, enfin quand on veut. Mais pendant longtemps, la prostitution, ça a été plutôt... il y a toujours eu de la prostitution de jour, bien sûr, mais beaucoup plus la nuit. Alors, aussi bien la prostitution de rue, qui n'existe pratiquement plus, que ce qui, alors, légalement, en principe, n'existe plus du tout, qui sont les bordels, les maisons closes ou les maisons de plaisir, enfin, on peut les appeler de différentes façons, qui ont été interdites à partir de 1946, quand Marthe Richard, ancienne prostituée, ancienne espionne, enfin bon, elle a tout un palmarès, a fait interdire les maisons closes par une loi qui d'ailleurs a porté son nom, la loi Marthe Richard. Donc c'est vrai que là, les maisons closes, c'était effectivement la nuit, avec tout je dirais, le décorum, c'est-à-dire le décor, les toilettes, les lumières, et ces messieurs qui venaient, et pour qui c'était aussi la sortie du soir agréable, hein. C'était pas seulement une passe faite vite et mal ou vite et bien. Et ça a inspiré beaucoup d'écrivains qui, justement, et Maupassant, bien sûr, on pense tout de suite, mais il y en a eu beaucoup d'autres, qui ont décrit le charme des maisons closes. Et puis, il y a aussi beaucoup de photos qui ont été faites des maisons closes de fin 19e, début 20e, des photos absolument magnifiques. Il y a énormément d'artistes qui s'en sont inspirés, ou de peintres. Toulouse-Lautrec a peint a peint des prostituées, lui-même a vécu un temps avec des prostituées. Enfin, donc, tout ce monde, effectivement, avait besoin de la nuit
quoi, pour pouvoir fonctionner comme il a fonctionné. Alors cet exemple est d'ailleurs peut-être le plus significatif en termes de mélange entre la nuit comme espace collectif et d'intimité, à l'inverse. C'est-à-dire que c'est à la fois le rassemblement, la fête, l'organisation justement de grandes réunions, d'ailleurs prévues ou imprévues, et à la fois un espace intime où on se retrouve, l'espace de l'amour, l'espace du lit, de la chambre. Et oui, c'est justement la nuit, c'est l'ouverture à toutes sortes de possibilités. Parce que le point commun étant à la fois que ça cache ce qu'on voudrait cacher, parfois, mais aussi que ça permet, je dirais, notamment des fêtes qui n'auraient certainement pas lieu le jour. Bon, je pense par exemple au bal magnifique dans le Guépard. Vous avez Claudia Cardignal qui va danser au bras de Burt Lancaster avec cette robe extraordinaire. Enfin bon, on ne voit pas ça à 10h du matin ou même à 14h dans la journée. Ça fait partie d'un rite où non seulement intervient la musique, etc., mais les lumières qui baissent ou remontent selon les moments de la danse. Et puis la danse, je veux dire le terme aussi, puisque c'est un lieu de rencontre, de contact et de danse, les boîtes de nuit. Boîte de nuit, c'est pas boîte de jour, c'est pas la même chose. Et donc il y a tout une vie qui effectivement qu'on a du mal à imaginer se passant la journée. On a le sentiment à la lecture, parce qu'il faut dire que l'anthologie, qui d'ailleurs est peut-être la seule forme qui pouvait exister pour traiter ce thème-là, et balayer une aussi longue période, avec à chaque fois une présentation de l'auteur, puis un extrait de texte que vous avez choisi et contextualisé. Quand on balaye cette longue période, on se rend compte que finalement, le motif de la nuit, c'est comme une sorte de double visage social aussi, autorisé. Oui. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui réunit toutes sortes d'auteurs, hommes et femmes. Parce que dans le livre, bien sûr, il y a des textes, des récits, tout ce qu'on veut, d'auteurs très connus. Vous avez cité Virgile, évidemment, Ovide tout à l'heure, etc. Mais il y a aussi Eschyle, Ronsard, Hugo, ou disons plus près de nous, disons George Sand, Colette, ou Romain Gary, que j'adore tout particulièrement. Et La promesse de l'aube. Il ne pouvait pas ne pas être là. Ou Antoine Blondin, qui a vraiment des textes extraordinaires, mais aussi des beaucoup moins connus, et tous se rejoignent dans la nuit. Je pense aux moins connus. Je pense par exemple à Mahmoud Darwish, le poète palestinien, dont je mets un magnifique poème, mais aussi Grizzly d'Israël, mais aussi plus tout près, Franck Ballandier. Il y a énormément de correspondance entre tous ces créateurs et toutes ces créatrices, parce que je pense que la nuit, ça appelle, ça attire. Et je me demande même s'il y a un écrivain ou une écrivaine qui n'en a pas parlé, écrit sur la nuit ou n'a pas situé des scènes pendant la nuit. Parce qu'il y a des scènes qu'on imagine mal ailleurs que dans la nuit. Alors pour plusieurs raisons, c'est vrai qu'il y a toutes les représentations aussi que convoque la nuit. Alors il y a à la fois des représentations religieuses, c'est comme si on se rapprochait des enfers, on se rapprochait des limbes. Il y a les nuits magiques, vous faites allusion aussi bien sûr à Shakespeare, à ce monde sacré, ce monde des sorcières. Et puis il y a bien sûr le rapport au temps suspendu. Ça c'est un élément important aussi de votre livre. Le temps de la nuit n'est pas le même. Le temps de la nuit peut être... je dirais plus étiré, parce que dans la nuit, on a moins sans doute cette espèce de presse liée
à des emplois du temps, que ce soit professionnels ou familiaux ou divers et variés. Je veux dire, le jour, on a quand même souvent des horaires, par exemple. Quelle que soit l'activité qu'on a. Et puis des rendez-vous précis qui peuvent être pas forcément ludiques. Donc, plus tout ce qu'il faut assumer de vie quotidienne. Je pense à des choses très simples. Il faut être en mesure, avoir fait des courses, être en mesure de nourrir ses enfants, avoir préparé des repas. Enfin, il y a toutes sortes de rituels, de rendez-vous fixes dans la journée correspondant à des horaires, alors que la nuit qui est réservée à réparer le corps, à récupérer, à Vous en parlez de ça aussi, du sommeil. Et en même temps, donc à dormir. À la reconstitution de la force de travail, pour utiliser un terme marxiste. Je refais ma force de travail. Il n'y a pas Donc du coup, comme c'est assigné en principe à ça, il y a plus ces horaires, il n'y a plus ces obligations qui reviennent comme ça toutes les heures, toutes les 2 heures. Et ça permet un temps plus long. Mais je dirais que cette durée, par exemple, de la nuit, on la voit très bien dans les aspirations, je dirais des jeunes qui sont amoureux, mais qui doivent se contenter parfois ou souvent de faire l'amour dans l'après-midi, on ne sait pas trop où, chez un copain qui n'est pas là, tout ce qu'on veut, ou en fin de journée, tout ce qu'on veut, mais qui ne peuvent pas amener chez eux le copain ou la copine avec qui ça serait bien de dormir. Leur aspiration, c'est quoi? C'est pouvoir avoir une nuit ensemble, justement, pour avoir la durée, pas des gestes plus précipités ou plus parfois convenus, parce que, ah oui, on se voit, donc il faut faire l'amour. C'est pas une nuit. La durée, ça permet, disons, d'allonger tout ce processus. Et vous retrouvez la même chose, parce que dans la littérature, on le voit bien, c'est les amours dites illicites, clandestines, tout ce qu'on veut, qui souvent se réduisent à on se voit entre midi et 2 ou entre 5 et 7. Enfin bon, les 5 à 7, c'était longtemps emblématique, mais bon, c'est un peu dépassé, c'est n'importe quand dans la journée. Quelle est l'aspiration? C'est passer une nuit ensemble. Donc c'est ce après quoi on court finalement la nuit. Alors il y a aussi, il faut qu'on en parle rapidement, Janine Mosieux-Lavaux, cet espace qui est de souffrance que peut être la nuit pour celui qui ne dort pas, pour celui qui souffre, pour celui qui a de la peine. Il y a même cet espace de confusion mentale que peut être la nuit entre le sommeil et l'éveil. Et celui qui a écrit là-dessus, le mieux, c'est Marcel Proust. On va écouter ce passage de Combray que vous avez choisi, le tout début. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était pas allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsycose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt je recouvrais la vue, et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonnée de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains, qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine.
et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore, dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie du jour. Quel bonheur! C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti, et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Janine Mossieu-Lavaux, la solitude de la nuit, et cet enfer pour le malade. L'insomnie, c'est un des grands mots du siècle. Et c'est vrai qu'il y a de magnifiques pages en plus sur l'insomnie. Mais je pense à ce qu'écrivait l'historienne Michel Perrault dans son magnifique livre sur les chambres. Elle disait... parce que ce qu'on peut ressentir quand on ne dort pas. Elle disait, à 3h du matin, quand on ne dort pas, à 3h du matin, on a toujours raté sa vie. Parce qu'effectivement, au moment quand on a une insomnie, on revoit passer des choses, on ressasse... et c'est pas toujours les choses les plus gaies, c'est plutôt ou les échecs, les manques, etc. Et c'est vrai que c'est un peu c'est quelque chose de très difficile. Enfin bon, j'ai pas mal d'extraits dans le livre et que chacun a ses recettes. Comme vous le racontez, en même temps, chaque jour chasse le suivant. Il y a une capacité comme ça de nettoyage du sommeil. Oui, parce qu'il y a toujours un moment où l'aurore aux doigts de rose arrive. Mais quand on a été une insomnie qui a duré toute la nuit, ou même si ça dure moins... On vous libère enfin. On vous libère, mais en même temps épuisé. C'est-à-dire on se lève épuisé, alors qu'on aimerait tellement que la nuit ait été réparatrice et qu'on se lève frais et rose, comme quand on a bien dormi, quoi. Merci Janine Mossieu-Lavaux d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Désir de nuit, de Virgile à Jean Genet, et c'est aux éditions Bouquin. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillan, à la réalisation Vivian Lecuivre, à la technique Audrey Guélil. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.